c'est plus SFR, Orange ou Bouygues qui m'envoyaient les relances, c'était des huissiers. Ouais, carrément. Donc avec des montants assez astronomiques, c'était 2-3 000 euros. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo témoignage. ID Protect reçoit aujourd'hui Eddy Marinier qui a accepté de nous parler de son cas d'usurpation d'identité. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Philippe Canté et je suis le fondateur d'ID Protect. Bonjour Eddy, merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner pour nous et pour moi. En fait, c'est extrêmement important de faire parler des victimes d'usurpation d'identité pour qu'elles puissent raconter les étapes par lesquelles elles sont passées et pour essayer de faire bouger les choses. Donc merci à toi. Merci à toi de m'avoir invité. Alors du coup, Eddy, est-ce que tu peux te présenter déjà? Ouais, je m'appelle Eddy Marinier, j'ai 32 ans et j'ai été victime d'usurpation d'identité lorsque j'avais 18 ans. Ok, ça fait longtemps. Ouais, ça fait un petit moment, mais on va dire que toute cette galère, ça a duré 3 ans, pendant lesquels ça a généré pas mal de stress. D'accord. On va en parler. Ouais, carrément. Du coup, on va commencer, tout simplement. En fait, comment tu as été victime d'usurpation d'identité? Comment ça a commencé? Figure-toi que j'étais sur Paris, donc à l'époque je prenais les transports en commun, notamment le métro, et j'allais faire une recherche de travail. Donc j'avais une pochette avec des CV. Et il s'avère qu'il y avait une photocopie de ma carte d'identité. Comment c'est à l'ancienne ça, une recherche de travail? Oh mon dieu, génial, j'adore. C'est ça pour les restaurateurs en fait. Je recherchais du travail dans la restauration. J'étais étudiant à l'époque et donc j'avais une photocopie de ma pièce d'identité dans cette pochette et une photocopie d'un RIB. Ok. Et étourdi que je suis, qu'est-ce qui se passe? J'oublie ma pochette dans le métro. Ok. Donc jusque-là, il n'y a pas de vol, pas de problème. Ouais. Mais j'ai perdu cette fameuse pochette avec quand même des documents assez précieux. Ouais. Bon, pour moi, c'était pas très grave d'avoir perdu cette pochette. Ok, pas de déclaration de police, rien. Pas de déclaration, rien du tout. Et une dizaine de jours après, je reçois une première facture, une dizaine de factures de SFR, Bouygues et Orange avec des montants de forfait astronomiques, des 200 ou 300 euros par facture, avec des appels à l'étranger. Et en fait, les personnes qui avaient retrouvé ma pochette, ils avaient souscrit à une dizaine de forfaits, avec donc à peu près 3 ou 4 forfaits chez chaque opérateur, avec donc des forfaits qui coûtent très cher par mois, et comme ça, eux, ils ont pris des téléphones. Pas très cher, exact, ouais. Plus le forfait est cher en fait et plus le prix du téléphone est bas. Donc du coup en gros ils ont fait ça, ils ont pris des téléphones aussi. Donc c'était un peu plus de 10 ans mais ils avaient pris les derniers téléphones du marché. Putain, et du coup tu t'es retrouvé avec ça, tu reçois des factures à la maison? Non, et donc à l'époque c'est ma mère qui ouvre les factures. Ok. Et elle panique, donc on essaye de comprendre, on appelle les opérateurs et ils nous disent qu'on a souscrit à des forfaits et tout. Nous on n'avait pas souscrit à ces forfaits, donc là on va porter plainte. Moi j'y vais tout seul à l'époque, je passe quelques heures au commissariat, je dois raconter toute l'histoire et on paye pas ces factures. On n'a pas payé, on n'a pas souscrit à ces forfaits, donc on paye pas ces factures. Exactement. Malgré qu'ils avaient mis nos RIB en fait en mode prélèvement. Donc on est parti à la banque, on a dû payer et expliquer avec le dépôt de plainte pourquoi on bloquait les prélèvements. D'accord. Mais on avait déjà été prélevé en fait au début, une première partie, je sais plus exactement les montants, mais on avait reçu un premier prélèvement que les opérateurs font pour la souscription, il y avait des frais de dossier. Oui, il y avait même éventuellement le téléphone, en général on le paye en direct. Le téléphone, voilà, qui coûtait 50 ou peut-être 60 euros. Suite à ça, on avait bloqué le prélèvement, on avait demandé à la banque de nous rembourser aussi, puisqu'on avait ramené un dépôt de plainte. Exécuté, ils vous ont remboursé? Pas tout de suite. Ok. Ça, tu galères, c'est sûr. Tu connais, pour retirer l'argent, ça va vite, pour la récupérer. C'est clair. Ça, c'était vraiment le tout début, le premier mois. Vu qu'on a rapidement bloqué tous les paiements, on a commencé à recevoir des lettres d'impayés là. Ouais. Là, c'était les mises en demeure. Voilà, et donc en fait, c'est vrai que quand on connaît pas, ça fait peur. Des mises en demeure, et plein de lettres d'huissier. Ouais. Et pas que le même huissier, puisque c'était plusieurs opérateurs différents. Ouais. Assez stressant. Bon, à l'époque, j'étais un petit peu insouciant, mais je pense surtout pour ma mère, c'était un combat qu'elle a mené, elle. C'est clair. Ça a duré 3 ans en plus. Ça a duré 3 ans, toutes les lettres d'huissier, les relances, les mises en demeure. Donc, on a dû se bagarrer pour
contacter chaque opérateur différemment, expliquer à chaque fois la démarche. On était passé par des médiateurs aussi. Je sais que chaque opérateur, ouais, ils ont souvent en fait il y a ce système-là de médiation en fait où tout simplement tu vas expliquer le problème et ils vont dire bon ben voilà, est-ce que oui ou non c'était réellement toi, puis il est là pour régler la situation quoi. Ouais, c'est ça. Je galérais aussi, c'était pour ouvrir un autre compte bancaire. Parce que j'avais ces problèmes d'impayés, de mise en demeure et tout ça. Et je sais pas comment ça se passe au niveau des banques, mais c'est vrai que c'était un peu plus complexe que pour le commun des mortels d'ouvrir un nouveau compte bancaire aussi, tu vois. D'accord, ok. Est-ce que tu as été fiché par rapport à ça? J'ai pas été fiché Banque de France. Ouais. Ni fichier quoi que ce soit, peut-être un petit fichier on va dire, puisque c'était plus galère pour moi d'ouvrir un compte bancaire. Ok, mais du coup tu voulais l'ouvrir dans la même banque ou dans une autre? Non, dans une autre banque. Ok. Mais en tous les cas j'étais fiché, il y a un truc où j'étais fiché, ça c'est sûr, c'est chez ces opérateurs chez qui je ne pouvais plus souscrire de forfait. Ouais, c'était marrant. forcément. Tu leur donnes de l'argent. C'était avant l'arrivée des nouveaux forfaits, tu vois, sans engagement et tout ça. Ouais. Donc à l'époque j'avais dû prendre un forfait sur le nom de ma mère. Ok. Donc voilà comment c'était arrangé. Mais ouais, bien relou. Les sueurs froides, les lettres d'huissier, les trucs, les démarches à faire auprès des différents opérateurs, ouais. C'était vraiment une galère de 3 ans quoi. Une galère, et encore, je pense encore à ma mère, pour qui c'était beaucoup plus galère, parce que c'est elle qui s'occupait de la gestion de ce dossier quoi. Ouais, je vois tout à fait. Et du coup, par rapport aux différents opérateurs, éventuellement tu as le souvenir que tu as reçu, je sais pas, des contrats, tu as reçu des trucs signés en notre nom, enfin c'était pas toi qui les avais signés, etc. Est-ce que tu avais récupéré des informations à l'époque? C'était assez compliqué, parce que une fois que les contrats, ils ont été signés, il me semble qu'ils avaient été signés en boutique. Ok. Tu vois, à République, en fait, ils avaient fait, vu qu'il y avait tous les opérateurs sur la même place, ils avaient fait tous les opérateurs à 2 heures d'intervalle, ils avaient pris tous les forfaits. Non, j'avais pas pu accéder au contrat ou quoi que ce soit, hein. Vraiment c'était opaque, parce que à partir du moment où tu arrêtes de payer, l'opérateur il donne le relais à des sociétés de services qui s'occupent de faire les relances. Exact, ouais. Donc je recevais au bout d'un moment, peut-être de 2-3 mois, c'est plus SFR, Orange ou Bouygues qui m'envoyaient les relances, c'était des huissiers. Carrément. Donc avec des montants assez astronomiques, c'était 2-3 000 euros. Parce que les forfaits ils s'accumulaient. Le temps que les forfaits soient bloqués parce qu'on avait porté plainte, et les fraudeurs ils avaient fait pas mal d'appels dans des pays étrangers. Donc je sais pas, je devais être à peut-être 10 000 euros d'impayés sur ces 3 opérateurs. 10 000 euros. Ouais, c'est grave. Ouais, c'est grave. Ouais, je comprends la pression de quand tu reçois des lettres. Vous devez 10 000 euros, faut payer maintenant, ou bien on passe chez vous, on va venir récupérer tout ce que vous avez. Mais surtout que ça vient crescendo, parce qu'au début les factures c'était, je sais pas, peut-être 1 000 euros le premier mois, après ça a augmenté. Et surtout, moi, je me suis dit, j'ai pas souscrit à ces forfaits, donc j'ai pas trop à m'inquiéter, je vais porter plainte. Mais tu te rends compte que tu portes plainte, t'envoies ça aux opérateurs, et la galère, elle est pas finie. C'est clair. Parce que tu reçois encore ces lettres d'huissier et tout ça. En fait, eux, leur objectif, tout simplement, c'est de récupérer leur argent. Clairement, récupérer l'argent et les téléphones. Donc en gros, ils se disent, bon, quelque part, il y a potentiellement une victime d'usurpation d'identité, parce qu'en vrai ils sont pas obligés de te croire aussi, tu vois. Et deuxièmement, ils se disent c'est quand même de l'argent qui est dehors, et du coup nous le seul interlocuteur qu'on a, c'est toi, c'est ton nom. C'est ça. Donc eux, leur objectif, ils vont mobiliser tout simplement des ressources en interne et en externe. Mandater des huissiers, ça coûte de l'argent. Donc en gros, ils sont en perte eux, et ils sont en perte par rapport au fait qu'ils ont été floués par l'usurpateur en fait. C'est ça. Du coup, j'ai une autre question pour toi. Est-ce que depuis, ça a changé quelque chose par rapport à... en fait, quand on se rend pas compte en fait de tous ces risques-là, d'usurpation d'identité, etc. Est-ce que maintenant, dans ton comportement, il y a quelque chose qui a changé? Est-ce que maintenant, tu fais beaucoup plus attention à tes documents? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Oui, puisque pendant 10 ans, on va dire, j'ai presque été vacciné. Tu vois, je ne sortais plus avec ma carte d'identité. Et ça me posait souvent problème, parce que ça arrive qu'on en ait besoin. Des fois, on peut se faire contrôler par la police, il faut sa pièce d'identité. Je prenais le train, j'avais pas de pièce d'identité. Je ne sortais jamais avec ma pièce d'identité ni mon permis. Et d'ailleurs, dans ma voiture, je mettais toujours une photocopie de mon permis. Bon. Et c'est vrai que je sortais plus avec les documents originaux, d'une part de peur de les perdre, et d'autre part pour cette histoire d'usurpation qui m'avait un petit peu vacciné. Bon, maintenant je sors avec ma pièce d'identité tout le temps, mais je fais super gaffe.
J'ai aussi une photocopie de ma pièce d'identité qui est enregistrée dans un drive. Mais ouais, c'est sûr, je fais attention. Ouais, vaut mieux. Bah aujourd'hui, je sais pas, disons que demain tu vas louer un appartement, ou en tout cas tu as besoin de louer un appartement, est-ce que tu enverrais ton document comme ça à une tierce personne, ou bien est-ce que tu ferais plus attention éventuellement, enfin comment ça se passe aujourd'hui, je sais pas, quand tu as loué ton appartement. Ouais. Alors moi, ma manière de fonctionner, c'est j'envoie ma pièce d'identité en photocopie, ou je l'enregistre sur un site si j'ai confiance dans ce site. Donc si c'est un acteur, un gros acteur, ou si c'est une boîte ou qui fait preuve de quelque incohérence, je mets pas ma pièce d'identité. Donc je fais quand même assez gaffe, mais c'est sûr, je mets pas ma pièce d'identité n'importe comment sur un site. Hein. Ok, non, du coup je te posais cette question-là parce que en gros globalement, 60% des victimes que j'ai accompagnées l'année dernière, en fait, elles se font avoir par des fausses annonces. En fait, c'est des annonces de location d'appartement que tu vas trouver sur le Bon Coin, PAP et Se Loger. Et en fait, ces documents-là, enfin, il suffit en fait juste d'un dossier de location pour contracter un crédit. C'est exactement la même chose. C'est les mêmes documents. Donc en gros, ils se font avoir comme ça. En fait, ils envoient leurs documents d'identité sans les protéger. Il faut toujours les protéger. Ça, pour le coup, on a créé un filtre pour ça. Donc vraiment, c'est vraiment quelque chose qui est très courant maintenant. Et du coup, c'est pour ça que je posais cette question-là. Bah écoute, merci beaucoup. Bah moi, ce que je vais essayer de faire, grâce à ton témoignage déjà, en fait, je fais participer des victimes d'usurpation d'identité, tout simplement pour mettre le doigt sur le problème, pour que surtout, en fait, les tiers acteurs, dans ton cas, ça sera des opérateurs téléphoniques, mais dans d'autres cas, en fait, c'est des banques, c'est des organismes de crédit, etc., pour qu'elles prennent conscience que même si pour elles, quand il y a des cas de fraude, ce sont des risques provisionnés, en fait, quand il s'agit d'un individu, ça a des conséquences très graves sur une vie. Merci vraiment d'avoir pris la parole. Pourquoi? Parce qu'en fait, je pense que grâce à ton témoignage, d'autres personnes vont accepter de tout simplement en fait de parler de ces choses-là. J'espère qu'on arrivera à faire bouger les choses avec ID Protect. J'espère aussi, et puis si mon témoignage a pu aider, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup, Eddy. À bientôt. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner à notre chaîne si vous souhaitez plus de contenu sur l'usurpation d'identité. Et puis n'hésitez vraiment pas à prendre contact avec nous si vous souhaitez parler de votre cas. Il est important d'en parler pour faire bouger les choses. À bientôt.